on ne fera rien. Nous, les Européens. Pourquoi? Essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de la puissance publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque centrale européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des pertes, etc., etc. Évidemment, ce n'est pas dit de manière aussi caricaturale et grossière que ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça le message essentiel. On n'est pas prêt à, disons, remettre en cause le modèle social qu'on a mis en place, hyper inégalitaire, pour les questions écologiques. Donc, à ce stade de la discussion, avec d'autres, je ne suis pas le seul, je demande, mais donc, que va-t-il se passer? Réponse, les Chinois vont faire le boulot. Pourquoi? Parce que, me dit-on, me disent-ils, la Chine, elle a un pouvoir dictatorial, non démocratique, autoritaire, qui lui permet de faire le boulot, le sale boulot. Et elle va transiter vers des énergies renouvelables. C'est le plus gros pollueur de la planète aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc, on va laisser les Chinois faire le boulot. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Alors, ils me répondent, nous, eux, les financiers, ces financiers-là, on va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite, parce que les incendies des forêts suédoises l'été dernier ont montré que les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique. Et au fond, la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter y compris la Suède, bien sûr. Donc il n'y a pas d'île déserte où les très très riches vont pouvoir aller se cacher. Un petit bunker. Évidemment, ils vont devoir se faire des bunkers. Mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Je suis allé visiter des villages d'expatriés travaillant dans les hydrocarbures fossiles en Afrique. Donc, à l'intérieur du village, vous avez la piscine, la salle de concert, le cinéma, le terrain de tennis, le terrain de golf. Et on lave les voitures avec de l'eau potable. Vous avez des murs d'enceinte de 5 mètres de haut, double épaisseur, mirador, barbelés, chiens, policiers, etc. De l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Les expats, quand ils sortent de ces villages-là, montent dans des bus militarisés, jeep à l'avant, jeep à l'arrière, talkie-walkie. On ne s'arrête pas au feu rouge, on va sur le site d'exploitation et on revient. Madame qui vit là se paye des psys pour toute sa vie. Et monsieur, évidemment... Se paye des... Non, enfin, je sais pas. Des psys pour toute sa vie aussi. Lui aussi, certainement, il se paye des psys aussi. Ouais. Donc, ils vont mal. Et donc, cette vie bunkérisée dans les gated communities fera souffrir, y compris les plus riches. Mais, pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas ceux avec qui je parlais ce jour-là, à Londres, il y a quelques mois, étaient encore dans cette espèce de fantasme de il existe une île déserte où on va pouvoir se cacher et laisser les autres payer la facture à notre place. Voilà. Donc là, il y a un lieu de résistance très très fort que j'observe. Voilà. Les classes politiques qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas nécessairement enfermées dans ce cynisme-là, mais elles naviguent là-dedans. C'est compliqué pour elles. Donc elles naviguent entre, disons d'un côté, les gilets jaunes ou les gilets rouges en Tunisie, ou d'autres manifestants, les lycéens qui vont manifester dans la rue pour le climat, etc., sur la planète entière, qui leur disent, écoutez, ça suffit, maintenant il faut prendre la question écologique au sérieux. De l'autre côté, un système financier qui ne prend que très très lentement la mesure de la gravité de la situation écologique et de ce que ça implique de déstabilisation de la sphère financière elle-même. Donc vous avez un financier qui l'a dit de manière très forte en septembre 2015, c'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a, pour la première fois, et ça a été un vrai coup de tonnerre dans la sphère financière, qui a dit la principale menace de la stabilité financière aujourd'hui, c'est le climat. Mais vous avez là-dedans une sphère financière avec évidemment quelques financiers qui ont très bien compris la gravité de l'enjeu et qui essaient de se démener comme ils peuvent. Quelques assureurs qui, parce qu'ils font des pertes de plus en plus fortes à cause de l'impact du dérèglement climatique, commencent à comprendre qu'il va falloir prendre la chose au sérieux puisque leur propre business pourrait être impacté dans les années qui viennent. Donc vous avez le patron d'AXA qui dit il y a 2 ans, une planète à 4 degrés Celsius n'est pas assurable. Donc il va y avoir des tels dégâts sur le patrimoine de capital que nous, on ne pourra plus assurer. Voilà. Mais tout ça dans un contexte où la très grande fragilité bilancielle d'un certain nombre de banques et
l'explosion des dettes privées qui fragilise la totalité de l'édifice financier fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la sphère financière ne sait pas où aller, que faire. Vous voyez, elle est prise entre un volcan qui va exploser, c'est son propre crack interne, et puis le tsunami qui lui tombe dessus, qui est le dérèglement climatique. Et donc là-dedans, pour l'instant, ils n'ont toujours pas, enfin en tout cas ceux avec qui je parle, n'ont toujours pas pris de décision forte, en tout cas collectivement. Et la classe politique, qui est très dépendante de la sphère financière, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, pour l'instant, ne prend pas la mesure de l'urgence écologique. Pierre Laroutourou, ça te parle? Oui, bien sûr, je connais bien, c'est un ami, oui. Son initiative de lever 1000 milliards pour sauver Ouais. le climat. C'est du Initiative wishful qui- thinking, 1000 milliards, c'est pas assez. Non. Quand tu dis que cette transition écologique, ça va durer 100 ans et ça va coûter très très cher, ça coûte combien? Les chiffres, alors il y a une bagarre de chiffres. Alors, en gros, si on veut, donc il faut redonner les enjeux. Les enjeux, c'est l'accord de Paris, la COP 21, décembre 2015, la communauté internationale s'engage à faire en sorte que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle n'excède pas plus de degrés Celsius. Il est vraisemblablement trop tard pour qu'on reste en dessous des 2 degrés. La vraie question, c'est comment rester le plus proche possible des plus de degrés. Combien ça va coûter? C'est entre, disons, 50 000 et 90 000 milliards de dollars pour les 15-20 années qui viennent. Donc c'est de l'ordre du PIB mondial, étalé sur 15 ans. Donc ça fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a cet argent? La réponse est oui. Est-ce que la sphère financière est prête à le financer? La réponse est non, aujourd'hui. Alors quand tu dis cet argent-là, oui, c'est-à-dire qu'on a la capacité de la créer, de faire de la dette. Alors, on a tous les moyens. On a la capacité de le créer et on a la capacité aussi d'aller le chercher, parce qu'il existe déjà. Je veux dire, la monnaie qui circule sur la planète aujourd'hui, c'est plus de 240 000 milliards. Parce que c'est de l'argent qui a été créé par les banques centrales, en particulier au cours des 10 dernières années, à la faveur des politiques monétaires non conventionnelles, dites du quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, qui ont inondé les marchés interbancaires de liquidités et qui ont permis aux banques elles-mêmes de créer énormément d'argent pour aller jouer sur les marchés financiers. Donc il y a énormément d'argent qui circule. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète qu'aujourd'hui. Simplement, il est capté par le trou noir qui s'appelle les marchés financiers, où cet argent ne sert pas parce qu'il n'est pas investi dans l'économie réelle. On a plus de 90% aujourd'hui des transactions financières sur les marchés financiers qui sont des transactions entre financiers qui ne concernent pas l'économie réelle. Voilà. Et donc, on peut aller chercher cet argent, ce capital qui existe déjà, Comment? en faisant de la régulation financière et en médiocrisant, si je puis dire, le rendement des opérations purement spéculatives. Une fois que ça ne rapportera plus rien, cet argent-là va revenir vers l'économie réelle. Ça, c'est évident. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on peut le faire en 2 jours, mais disons, dans les grands principes, ça, c'est une option. Deuxième option, utiliser le pouvoir de création monétaire qui est à notre disposition, que nous avons. Et vu la gravité des enjeux, si on se dit que ce qui est en jeu, c'est ne pas arriver dans une situation où la survie de l'espèce humaine serait elle-même menacée, je crois que ça vaut la peine de se poser la question de savoir si la création monétaire ne peut pas être un outil utile pour financer à la fois la transition et l'adaptation au dérèglement climatique déjà embarqués. Alors c'est là que les propositions du type Laroutourou, Jean Jouzel deviennent intéressantes. En fait, avec un ami qui s'appelle Alain Grandjean, il y a 7-8 ans, on avait déjà fait cette proposition, qui consistait à dire, écoutez, la Banque Centrale Européenne crée aujourd'hui des milliers de milliards pour les banques, pourquoi ne créerait-elle pas de l'argent pour financer des investissements verts? Bon. Et j'ai moi-même fait une proposition au comité des experts pour le débat national sur la transition écologique, qui avait été initié par Delphine Batho, à l'époque, la ministre, qui était la suivante. Ce qu'on a fait avec la Société de financement de l'économie française, la SFEF, que je vais décrire dans un instant, pour sauver les banques en 2008, on pourrait le faire pour sauver la planète. Qu'est-ce qu'on a fait en 2008? En 2008, on a créé la SFEF en quelques jours. La SFEF, c'est une société de droit privé, abondée par les banques, qui avait la garantie publique. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le capital des banques? Elle a emprunté sur les marchés financiers au taux de la dette publique française, donc quasi nul, de l'argent qu'elle a reprêté aux banques. À un moment où les banques étaient tétanisées par on est à ce moment-là en novembre 2008, tétanisées par la faillite de Lehman Brothers, se disent, je ne peux plus prêter à ma voisine parce que peut-être que ma voisine va faire faillite demain matin.
Donc, on plaçait dans une espèce de coma total le marché interbancaire, de sorte qu'il n'y avait plus aucune transaction interbancaire possible. Pour éviter le collapse généralisé, et en particulier la faillite de nos 4 champions nationaux, qui sans ça n'auraient pas survécu à la Saint-Sylvestre 2008, l'État, à ce moment-là, construit en quelques nuits la SFEF, société de droit privé, qui emprunte sur les marchés avec la garantie publique, donc au taux d'intérêt de la dette française, donc quasi nul. Prête en un an plus de 70 milliards aux banques pour qu'elles puissent passer la Saint-Sylvestre. Ceci n'a pas été enregistré dans la dette publique, parce que c'était une société de droit privé. Et donc vous voyez l'astuce, tu vois l'astuce, c'est tu fais un truc, un objet qui est du droit privé, donc c'est de la dette privée, mais tu mets la garantie publique, et donc les investisseurs qui prêtent à cet objet-là savent bien que derrière il y a l'État. Donc ils prêtent en exigeant le taux d'intérêt de l'État. Taux d'intérêt qui, pour la dette publique française aujourd'hui, est toujours nul, quasi nul, voire à certains moments a été négatif. Pas du tout à cause des vertus des finances publiques françaises, puisqu'on on est dans la moyenne de la zone euro à 100% du PIB, donc on n'est pas plus ni moins vertueux que les autres, mais parce que les investisseurs internationaux ont besoin de diversifier leur portefeuille. Donc ils ont besoin de pouvoir mettre leur argent ou de prêter à de la dette publique en euros. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ne pas mettre toutes leurs billes dans la dette privée, donc il leur faut un peu de dette publique, et ils ont besoin de ne pas mettre toutes leurs billes dans le dollar ou le yen, donc il leur faut de l'euro. Et donc quand on croise ces différents desiderata, il faut de la dette publique en euros. Or, de la dette publique en euros, il n'y a pas beaucoup de pays qui en émettent aujourd'hui, et la France est le principal d'entre eux. Donc, les investisseurs, à certains moments, sont même prêts à payer la France pour que la France leur emprunte en euros. Bon. Ceci étant dit, aujourd'hui, on pourrait très bien faire la même chose. On pourrait créer une société de financement de la transition écologique, société de droit privé, qui emprunterait sur les marchés avec la garantie publique. Ce serait de la dette privée, ça n'affecte pas la dette publique, et ça permettrait de financer les investissements verts. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'on pourrait très bien faire aussi, c'est négocier avec la Commission européenne la sortie du calcul du déficit public des investissements verts nécessaires à la survie de l'humanité. Est-ce que c'est compatible avec les traités? Donc concrètement, ça voudrait dire on ne compte pas dans le 3% de Maastricht les dépenses publiques liées aux investissements verts. Est-ce que c'est compatible avec les traités européens? Réponse oui. Parce qu'en fait, les traités européens autorisent la Commission européenne à interpréter la base, le périmètre sur lequel on calcule le déficit public d'un État. Jusqu'à présent, la Commission européenne a toujours interprété le calcul du déficit public en un sens maximaliste, donc on met tout, mais rien ne l'empêche demain matin de dire, bon, tout bien réfléchi, on n'est pas idiot, donc on sait très bien que les investissements verts, il faut les faire, que c'est un investissement utile pour l'humanité, donc ça, on le sort du calcul. D'ailleurs, la veille de l'acte 4, si je me souviens bien, des Gilets jaunes, en décembre dernier, le commissaire européen Pierre Moscovici a fait une intervention publique en disant « Bon, on comprend bien que les gens ne sont pas contents, mais en fait, vous savez, en réalité, on pourrait discuter du calcul du déficit public, de la manière dont il est fait, et on pourrait se montrer plus conciliant, de manière qu'on ne soit pas obligé de faire des coupes claires dans les dépenses publiques au nom du sacro-saint respect de la règle des 3%. » Donc il l'a dit, en fait. Et il a dit la vérité. Donc on pourrait très bien aujourd'hui, à périmètre des traités européens constants, renégocier avec Bruxelles, et donc aussi avec Berlin, bien évidemment, la définition même du déficit public que l'on calcule pour la règle des 3%. Et puis, troisième option, donc première option, on pourrait faire l'équivalent de la SFEF pour la transition. Deuxième option, on renégocie l'interprétation, l'herméneutique du déficit public. Troisième grande option, on utilise le pouvoir de création monétaire de la BCE. Donc la BCE a créé plusieurs milliers de milliards d'euros pour les banques. Elle pourrait très bien créer la même quantité de monnaie juste pour sauver la planète. Comment s'y prendrait-on? On pourrait très bien... Alors, pour expliquer ça, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. En 2014, la BCE a déclaré qu'elle était prête à racheter tous les titres de créance, les asset-backed securities en anglais. Pour faire une bad bank. Ouais, pour faire une bad bank, on pourrait dire, en un sens, ouais. C'est pas... une bad bank. Une bad bank, c'est une banque de défaisance qui prend tous les produits pourris des banques privées. Alors, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse, puisque tu évoques ce terme-là. Beaucoup de banques européennes, en particulier dans les pays dits du sud de la zone euro, ont toujours dans leur bilan ce qu'on appelle des NPL, Non-Performing Loans, qui en français courant s'appellent des actifs pourris.
qui sont des actifs hérités de la crise de 2008, qui ne rapportent plus rien, qui ne valent rien et qui créent des trous noirs dans les bilans des banques. C'est ça qui provoque la très très grande fragilité du secteur bancaire, en particulier de l'Espagne et de l'Italie, et d'une partie du Portugal. Aussi en partie de la France, même si la France d'abord est quand même moins mal en point et ensuite ne le dit pas trop fort. Bon. Une banque de défaisance, une bad bank, c'est une banque qui récupère tous ses actifs pourris et qui se fait fort de les revendre dans un avenir illimité et qui débarrasse la banque privée de la gestion de ses actifs pourris. Là, ce à quoi je pense, c'est pas exactement ça, parce que j'espère bien que les crédits verts qui seraient émis par les banques privées ne seraient pas les actifs pourris. Donc l'idée est voisine, mais un tout petit peu différente. L'idée, c'est de dire la BCE fait de la titrisation pour les banques. Donc en 2014, la BCE s'est engagée à racheter les titres de créance des banques, de quelque nature qu'ils soient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une banque privée accorde un crédit, et elle se débarrasse du risque de non-remboursement du crédit qu'elle porte dans son bilan en transformant cette créance en un actif financier qu'elle va échanger sur les marchés. Pour ça, elle a besoin d'un acheteur qui lui achète son actif. La BCE a donné le signal en 2014, faites du crédit, on vous rachètera le titre de créance. Plus ou moins à n'importe quelle condition. Et à ce moment-là, moi j'ai eu une discussion avec François Hollande où je lui ai dit, mais Monsieur le Président, il ne faut surtout pas faire ça. Ça, c'est refaire de la titrisation qui nous a envoyés dans le mur en 2008, parce que la grande crise de subprime était essentiellement un problème lié à une titrisation tous azimuts qui a fait n'importe quoi, des châteaux en Espagne, des villages fantômes, etc. Donc il faut faire de la titrisation verte. Il faudrait que la BCE s'engage à racheter des titres de créance sur des investissements verts. François Hollande, à ce moment-là, m'a dit « Excellente idée, allez dire ça à notre ami Benoît Cœuré, qui est au board de la BCE, qui est un Français que je connais bien, qui est un ami, type remarquable. » Voilà. Et puis, la difficulté, c'est qu'en faisant ça, on se heurte à une idéologie très très forte aujourd'hui, qui est la politique monétaire, c'est une politique universelle, tous azimuts, qui ne privilégie aucun secteur particulier, alors que le vert, ça serait un secteur particulier. Et donc, la réponse qui m'a été faite par la BCE, c'est « il est hors de question qu'on fasse une politique monétaire verte ». Pourquoi? Parce que ce serait privilégier un secteur par rapport à un autre et donc rompre les sacro-saints principes de la concurrence pure et parfaite. Ce qui est évidemment une énorme bêtise. Pourquoi? Parce que le carbone, c'est universel et le vert, c'est universel. Tout doit devenir vert. Puisque si on veut avoir des chances de rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle, il faut qu'on ait, la neutralité carbone nette peu de temps, aussi peu de temps que possible après 2050. Ça veut dire qu'après 2050, il faut qu'on émette plus du tout de CO2, ou bien que les émissions résiduelles de CO2 qui seront encore produites à ce moment-là soient entièrement captées, capturées et stockées. Ce que devrait faire la BCE, c'est racheter les titres de créances vertes des banques. Comme ça, les banques ne portent aucun risque dans leur bilan. Elles peuvent faire du crédit vert autant qu'elles veulent. Ce n'est pas elles qui assument le risque, et c'est la BCE qui assume le risque. Évidemment, si la BCE fait des pertes, normalement, d'après les règles de l'euro, elle doit être recapitalisée par les pays de la zone euro au prorata de leur propre PIB. Bon, et c'est évidemment ça aussi qu'il faut renégocier. Je veux dire, il faut accepter de ne pas recapitaliser la BCE. Enfin bon. Mais oui, si elle fait des pertes et elle crée de la monnaie. Voilà, c'est des pertes qu'il faut assumer parce que c'est des pertes nécessaires pour que nous apprenions la transition écologique. Alors, après se pose la question de quels sont les investissements verts qu'il faudrait qu'elle finance. Est-ce qu'elle rachète n'importe quel type de créance? La réponse est évidemment non, parce que malheureusement, notre imagination est sans limite pour faire du greenwashing, ce qui est le thème que tu abordes. Aujourd'hui, par exemple, je crois malheureusement que la totalité des investissements qui sont financés par ce qu'on appelle les green bonds, les obligations vertes, sont du greenwashing. Pourquoi? Parce qu'on observe sur les marchés qu'il n'y a aucune différence de rendement entre une obligation verte et une obligation brune. Donc si le marché financier price exactement de la même manière ces deux types d'obligations, ça veut dire qu'il sait parfaitement qu'il n'y a aucune différence dans l'investissement sous-jacent à ces deux obligations. D'où viennent ces obligations vertes? Malheureusement, probablement, de la volonté d'un certain nombre de financiers, après 2009, de faire croire à l'opinion publique que enfin la finance s'est mise au vert, est devenue vertueuse et sert à quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les obligations vertes sont une immense opération de greenwashing. Donc évidemment, il y a un vrai enjeu qui est déterminer, identifier, discerner quels sont les vrais investissements verts. Or, pour ça,
On a un atout en Europe qui est la Banque européenne d'investissement, qui est une banque qui a une vraie expertise dans les investissements verts, qui est unanimement reconnue. Et donc on pourrait très bien imaginer un dispositif dans lequel la BEI finance avec le secteur privé et les États les investissements verts dont nous avons besoin. Elle donne son label, ce qui est une garantie du fait qu'on ne fait pas du greenwashing. Et la BCE s'engage à racheter les titres de créance de la BEI de manière qu'elle puisse le faire à très très grande échelle. Ce dont on a besoin, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros tous les ans au niveau de la zone euro. C'est des sommes colossales. Mais à moins de ça, on n'y arrivera pas. Je ne vois pas comment on passe d'un monde aujourd'hui où 80% de l'énergie que nous dissipons, c'est de l'énergie fossile, hydrocarbures, d'un monde où la consommation du charbon augmente sur cette planète, à un monde qui viserait la neutralité carbone en 2060. Question d'Internet. L'Assemblée nationale qui vote la privation d'ADP à Aéroport de Paris à 6h15, vous en pensez quoi ? C'est un bon truc ? Parce que dans certaines conférences, vous dites que y aura plus d'avions, qu'on va plus prendre l'avion, que voilà. Donc c'est peut-être une super opération du gouvernement Macron, en fait, non ? Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'avions, je dis qu'il faut qu'on prenne beaucoup, beaucoup moins l'avion et qu'on réserve l'avion aux opérations ultra urgentes et nécessaires, impératives. On prévoit le trafic aérien qui double... Oui, mais ça c'est une énorme bêtise. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est sûr que relever le défi écologique passe par renoncer à prendre l'avion, sinon pour des cas d'extrême urgence nécessaire, etc. Deuxièmement, il y a un deuxième sujet qui est la privatisation de l'aéroport de Paris. C'est un sujet extrêmement débattu aujourd'hui, y compris dans la classe politique. Il y a une espèce de consensus à droite et à gauche pour critiquer cette décision. De mon point de vue, elle participe d'une optique globale qui est la privatisation du monde. Et ça, c'est une des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est-à-dire croire que la propriété privée, qui est une invention tout à fait récente en fait, surtout la propriété privée au sens où nous l'entendons aujourd'hui, serait l'alpha et l'oméga des relations sociales et notre rapport au monde. En fait, c'est faux. Cette idée, cette conception contemporaine de la propriété privée, elle s'origine autour du XVIIe siècle anglais, notamment chez des gens comme Hobbes et Locke, qui en font, disons, l'attribut de la souveraineté absolue chez Hobbes du despote, dans un monde totalitaire, le Léviathan, chez Locke, du propriétaire bourgeois, privé. Les révolutionnaires français, dans le Code civil, et puis donc les juristes napoléoniens, ont hérité de cette compréhension-là de la propriété privée, en ont fait un droit sacré et inviolable, mais ont laissé ouverte la porte à une propriété partagée, à des communs, et surtout ont une conception non absolutiste de la propriété privée, qui peut toujours, y compris dans le droit civiliste français, être démantelée dans les trois piliers de la propriété privée, à savoir l'usus, le fructus et l'abusus, qui sont les trois composantes du droit de propriété construites par les théologiens médiévaux après la réforme grégorienne du XIe siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au XIe siècle, les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert le codex de Justinien, donc en fait le droit romain, l'ont réécrit, adapté, interprété, théologisé, et ont hérité du coup de la propriété privée romaine. Et lui ont donné trois composantes, le droit d'usage, le droit de détruire, abusus, et le droit de revendre, de faire fructifier, fructus. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire, c'est à désarticuler ces trois composantes et à donner la prééminence absolue au droit d'usage, à l'usus, sans détruire et sans vouloir vendre la planète, parce qu'on n'a pas d'acheteur pour cette planète. Voilà. Autre question Internet, peut-on craindre une hausse des taux directeurs ? Si possible, de la Banque centrale. Si possible, expliquer ce qu'est un taux directeur. Donc la Banque centrale, en fait, elle prête aux banques de second rang, aux banques privées, sur le marché interbancaire. À chaque fois qu'une banque privée accorde un crédit, justement les règles prudentielles de Bâle III dont je parlais tout à l'heure, l'obligent à avoir un petit peu de fonds propres correspondant au crédit supplémentaire qu'elle vient d'accorder. Si elle manque de ces fonds propres, et surtout si elle manque de monnaie banque centrale. Donc il lui faut aussi, d'après ces règles prudentielles, disposer d'un peu de monnaie banque centrale. C'est la monnaie qui est créée par la banque centrale. Alors elle doit se refinancer en monnaie banque centrale.
La monnaie banque centrale, c'est la monnaie que vous et moi, nous n'avons jamais vue, sauf si vous avez été banquier, parce que c'est la monnaie qui ne circule que dans le marché interbancaire, entre la banque centrale et les banques. La monnaie qui est sur ton compte en banque ou dans le portefeuille, ça c'est de la monnaie, disons, qui est émise par les banques de second rang. C'est la monnaie de tous les jours. La monnaie banque centrale, c'est pas la monnaie de tous les jours. C'est une monnaie qui est une monnaie miroir des transactions monétaires que nous avons dans la vie réelle. Les banques, à chaque fois qu'elles font des transactions dans la vie réelle, doivent faire des transactions miroirs, en reflet, entre elles, en monnaie banque centrale. Donc par exemple, lorsque moi j'achète un appartement, admettons que je t'achète un appartement, en fait, je vais demander à ma banque de créditer ton compte de dépôt de l'argent que je te paye. Ton compte de dépôt, il est dans une autre banque. Donc ma banque à moi, admettons que sur la banque A, doit créditer ton compte de dépôt dans la banque B de la somme que je paye pour acheter ton appartement. En fait, elle a 15 jours, ma banque, pour normaliser sa situation vis-à-vis de ta banque, de la banque B. Simplement, pendant ces 15 jours, il est très probable que la banque B elle-même fasse des opérations dans l'autre sens avec d'autres clients de la banque A, pas forcément moi, mais quelqu'un d'autre. Donc plutôt que de tout faire à chaque fois, en reflet, en miroir, de toutes les transactions qu'il y a dans l'économie réelle, ce qui serait monstrueux, tous les 15 jours, en gros, les banques, entre elles, apurent leur position. C'est-à-dire qu'elles font le net uniquement. Admettons que ma banque A, pour ton appartement, doive 100 à ta banque, à la banque B, mais dans le même temps, la banque B doit 75 à ma banque A, à moi. Donc, dans 15 jours, ce que va faire la banque A, c'est juste donner 25 à la banque B. Cette transaction-là, elle s'opère en monnaie banque centrale, pas en monnaie de tous les jours. Cette monnaie banque centrale, si elle n'en a pas assez, elle est obligée de l'emprunter soit auprès des autres banques, soit auprès de la banque centrale. À quel taux? Essentiellement, pour aller vite, au taux directeur fixé par la banque centrale. Donc la banque centrale, avec ce taux directeur, elle contrôle en fait l'aptitude des banques privées à accorder du crédit. Quand elle augmente le taux directeur, ça rend les crédits plus coûteux pour les banques privées, puisque ça rend plus coûteux pour elles le fait de se refinancer en monnaie banque centrale. Quand elle baisse ce taux, ça rend le crédit moins coûteux. La Fed aux États-Unis est en train aujourd'hui d'essayer de sortir des politiques monétaires non conventionnelles qu'elle a mises en œuvre pendant des années, en augmentant son taux progressivement. La BCE, pour l'instant, ne le fait pas. Et je ne crois pas du tout qu'elle puisse le faire dans les mois qui viennent, à cause justement de la fragilité bilancielle de toute une série de banques dans la zone euro. Ouais, la déflation, c'est bien. Hein. Le japonais, il a connu ça, il ne sait pas comment en sortir. On va expérimenter ça en Europe, ça va être bien. De mon point de vue, toujours comme économiste, la donnée essentielle, c'est que la construction de la zone euro, avec ses faiblesses, ses qualités certes, mais aussi ses faiblesses, a accéléré la divergence entre les économies européennes et favorisé la désindustrialisation de l'économie française. L'industrie ne pèse plus que quelque chose comme 12% du PIB français aujourd'hui. Il en va de même pour l'Italie, alors que la France et l'Italie n'avaient certainement pas à rougir de leur industrie il y a une vingtaine d'années. D'autant que ce que la pandémie a révélé, c'est l'extrême fragilité des chaînes d'approvisionnement international, à flux tendu, sans stock, que nous avons construites au cours des 30 dernières années et qui sont à flux tendu parce que c'est le meilleur moyen de générer du profit à très court terme. Tandis que si vous réalisez des stocks, par exemple des stocks de masques au hasard, évidemment, c'est de l'argent immobilisé qui ne vous rapporte pas de manière immédiate. Donc cette très grande dépendance de notre économie à ces chaînes d'approvisionnement fait que nous sommes très vulnérables et qu'il y aura d'autres chocs et que le meilleur moyen de nous préparer, c'est de relocaliser une partie de notre économie. Dans ce contexte-là, la nécessité de relocaliser, ce qui ne veut pas dire la fin de la globalisation marchande, mais disons une option forte pour une souveraineté économique française et par ailleurs la nécessité de nous réindustrialiser, à mon avis, conjuguer ces deux phénomènes font que le grand projet qui devrait être devant nous, c'est celui de la réindustrialisation verte de l'économie française. Ensuite, j'ai deux autres questions. Vous soutenez que l'État doit investir dans l'économie verte. À quelle hauteur estimez-vous ces dépenses de l'État? N'est-ce pas un risque d'investir alors que le déficit public a explosé à cause du confinement? Et comment financer ces dépenses alors que l'austérité est de mise depuis plusieurs années déjà au sein de l'Union européenne et que des tensions sur la question des dépenses à mettre en œuvre pour la relance se font sentir? Et enfin, ma dernière question, pensez-vous réellement que l'hélicoptère monétaire serait une meilleure solution que les quantitative easing de la Banque centrale européenne? Comment cela devrait-elle être mis en œuvre en France? Quel montant devrait être alloué au soutien de l'économie réelle pour que cela fonctionne? Je vous remercie.
La question de l'investissement de l'État, combien et comment conjuguer ça avec l'explosion de la dette publique, enfin du déficit, puis évidemment de la dette publique. Donc c'est évidemment l'énorme sujet politique, et économique et financier d'aujourd'hui. Combien ça coûterait? Ça dépend complètement évidemment de la nature du plan de reconstruction écologique que vous mettez en œuvre. Pour donner quelques chiffres un tout petit peu précis, si on prend la question de la rénovation thermique des bâtiments publics en France, hors logement social, c'est-à-dire 10% du bâti français, les calculs que j'ai faits avec une équipe d'ingénieurs, c'est que on pourrait le faire, ça nous coûterait quelque chose comme entre 10 et 15 milliards tous les ans pendant 3 ans. Et avec ça, vous réduisez de 15% les émissions de CO2 de ce bâti-là, ce qui est insuffisant, mais c'est un début. Et ça vous crée plus de 500 000 emplois sur les 3 ans en France, un demi-million d'emplois sur les 3 ans en France. Mais ça n'est qu'un début, évidemment. Après, il faut passer à l'ensemble du bâti français. Voilà, 12 milliards, parfaitement finançables via de la garantie publique. La garantie publique, c'est du hors-bilan, donc ça ne grève pas la dette publique française. Donc ça, c'est un outil dont je fais la promotion depuis des années auprès du ministère, auprès de Bercy, en disant on devrait utiliser intelligemment la garantie publique. Comme vous le savez, on l'a fait en 2008 pour sauver nos banques. En 2008, on a en quelques jours construit la société, la SFEP, la Société de financement de l'économie française, dont la présidence avait été confiée à Michel Camdessus, et qui avait fonctionné de la manière suivante. Cette société est une société de droit privé, mais dont le capital avait été abondé à hauteur de 40% par l'État, 60% par les banques. Cette société a levé sur les marchés financiers, avec la garantie publique, 70 milliards en un an, et a reprêté cet argent aux banques privées, qui l'ont remboursé ensuite. Donc ça a parfaitement fonctionné. Et ça a permis aux banques françaises de passer le cap de la Saint-Sylvestre 2018, en dépit de la tétanie complète du marché interbancaire, liée à la catastrophe de la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre. Et donc, mon point de vue, c'est qu'on pourrait très bien dupliquer ce mécanisme pour financer tout ce dont nous avons absolument besoin aujourd'hui, en particulier la reconstruction écologique française. Et l'investissement de l'État, c'est la garantie publique. Donc, nous venons de céder 300 milliards de garantie publique, enfin de mettre à disposition 300 milliards de garantie publique. Donc, on pourrait très bien, sanctuariser une partie de cette garantie-là pour financer, pour aider en tout cas le secteur bancaire français à financer les projets de la transition écologique. Évidemment, la garantie publique ne suffira pas. Donc, si on veut faire davantage, là, je vais vous donner un chiffre très, très grosse maille pour la France. Si on veut faire l'ensemble du projet dont j'ai parlé, disons, on choisit l'un des grands scénarios sur lesquels nous avions travaillé en 2013-2014 et on essaie de le mettre en œuvre tout de suite, en grand et en large. Donc, c'est quelque chose comme 50 milliards tous les ans. Donc, c'est pas du tout négligeable, mais en même temps, c'est pas non plus 15% du PIB français. Évidemment, ceci va entrer en collision avec la question de la dette publique française. Je vous donne mon point de vue sur cet énorme sujet. Premièrement, la dette publique en France, à mon avis, n'est pas l'enjeu macroéconomique majeur parce que la dette privée est beaucoup plus importante. Nous avons 130% du PIB de dette privée, 100%. Alors évidemment, ça va augmenter maintenant à cause de la pandémie, mais nous étions en gros à 100% du PIB. On va probablement monter à 115% et la dette privée va également augmenter. Donc il y a plus de dette privée que de dette publique en France. Donc si on pense, ce qui n'est pas mon cas, que l'urgence des urgences, c'est de se désendetter, il faut commencer par le secteur privé. Si on veut que le secteur privé se désendette, ce qui à mon avis est une priorité, il faut que l'État continue d'investir et de dépenser dans l'économie de manière à éviter la déflation. La déflation, c'est cette situation très paradoxale dans laquelle plus vous pédalez, plus vous enfoncez. Donc, j'explique un tout petit peu ce que ça veut dire. Supposons que l'ensemble des sénateurs qui nous écoutent et moi-même, nous constituions l'économie française et que nous ayons tous, j'ai un chiffre pour simplifier les calculs de tête, que nous ayons tous 100 de dette nominale et que nous essayions tous simultanément de nous désendetter. Comment est-ce qu'on se désendette? On vend ses actifs sur le marché. Alors, on est tous vendeurs, donc évidemment, le prix des actifs baisse forcément. Et supposons que j'arrive, pour ma part, à réduire le montant nominal de ma dette de 10%. Donc, ma dette passe de 100 à 90. Et si, dans le même temps, le niveau général des prix des actifs a baissé de 15%, par exemple, parce que tout le monde est vendeur, alors en réalité, ma dette réelle, c'est-à-dire le poids nominal de ma dette déduit de l'inflation, ma dette réelle a augmenté, puisque les prix ont baissé de 15%, tandis que la dette nominale n'a baissé que de 10%. Et donc, ça veut dire que plus j'essaie de me désendetter avec tout le monde, plus je m'endette. Donc, c'est ce paradoxe-là qui fait que, par exemple, la cure d'austérité draconienne qu'on a infligée à la Grèce entre 2010 et aujourd'hui
n'a servi à rien pour ce qui est du ratio dette publique sur PIB. Le ratio dette publique sur PIB en Grèce est resté encore de 180%, c'est-à-dire très élevé, alors que, comme vous le savez, on a amputé le PIB grec au moins de 25%, et l'économie grecque, en tout cas, a énormément souffert au cours des 6 ou 7 premières années du plan d'ajustement structurel. Le paradoxe, c'est que la dette publique a baissé, mais le PIB a baissé à peu près autant que la dette publique, et donc le ratio est resté identique. Et donc, on n'a absolument pas résolu le problème de la dette publique. Donc, ceci pour essayer de vous suggérer que dans une situation de pente déflationniste, comme celle sur laquelle nous sommes en train de glisser, ça veut dire il n'y a plus de croissance, il n'y a plus d'inflation, il y a beaucoup de dettes, et évidemment, le chômage va exploser. Dans cette situation-là, l'austérité budgétaire, c'est le pire des remèdes. C'est un remède à la manière des médecins de Molière, c'est-à-dire que ça tue le patient. Alors, le patient meurt peut-être en bonne santé, mais il meurt. Et par ailleurs, ça n'aide pas à résoudre le problème du ratio dette publique sur PIB. L'exemple grec en étant la manifestation la plus caricaturale, à mon avis. Donc ça, c'est le deuxième point. Premier point, c'est la dette publique, c'est pas le problème majeur, c'est la dette privée d'abord. Deuxième point, l'austérité budgétaire ne permet pas de résoudre le problème de la dette publique dans un contexte déflationniste comme le nôtre aujourd'hui. Troisième point, si vous voulez aider le secteur privé à se désendetter, il faut que l'État continue, lui, de dépenser. Il est le seul qui peut le faire sans mourir demain matin, alors que le secteur privé ne peut pas. Et donc, mon point de vue, c'est pas du tout qu'il faut accumuler des dettes de manière irresponsable, c'est que si on veut procéder de manière intelligente, il faut d'abord que le secteur privé se désendette. Pour ça, l'État doit continuer de dépenser. Une fois que le secteur privé s'est désendetté et peut réinvestir, et vous savez que nous avons un déficit d'investissement massif dans l'économie française depuis une vingtaine d'années, une fois que le secteur privé désendetté peut de nouveau investir, alors l'État réduit petit à petit sa dette, et il pourrait le faire parce qu'on aura de nouveau de la croissance et des revenus et des recettes fiscales en particulier. Voilà, c'est ça, à mon avis, le scénario. Et donc, le scénario que la Commission européenne a en tête et qu'une partie de nos camarades de Bercy ont en tête, c'est exactement le contraire. Si on demande à l'État de se désendetter d'abord, et ensuite on prie pour que le secteur privé puisse à son tour se désendetter, ce qui n'arrivera pas, parce qu'on aura mis la charrue avant les bœufs. Quatrièmement, cette question de la dette publique, à mon avis, va devenir un problème majeur dans la totalité de l'économie européenne. L'Italie va probablement monter à 160% du PIB de dette publique. Nous, on va allègrement atteindre les 115%. On va certainement avoir des moments de panique de la part des marchés financiers. Bon. Et donc, de mon point de vue, la question de l'annulation au moins partielle des dettes publiques va se poser. Donc, comme Monsieur le Président y a fait allusion tout à l'heure, je le dis tout de suite, vous allez m'interroger là-dessus, donc je le fais immédiatement. Il est évidemment hors de question d'annuler des dettes publiques détenues par des particuliers ou des institutions privées. En revanche, une large partie de la dette publique européenne aujourd'hui est détenue par la Banque centrale européenne, et je ne vois aucun obstacle, sinon politico-symbolique, à l'annulation de la part des dettes publiques de la zone euro qui est détenue par la BCE, la Banque centrale européenne. Combien ça représente? Ça représente 2 000 milliards au niveau de la zone euro, 400 milliards pour la France. Est-ce que c'est possible techniquement? La réponse est oui. Il n'y a aucun obstacle du point de vue de la comptabilité de la BCE à avoir des fonds propres négatifs. Puisque si la BCE perdait, admettons, ces 2 000 milliards, les fonds propres de la BCE, qui sont de 80 milliards aujourd'hui, ce qui est ridicule, seraient évidemment absorbés par le choc. Donc la BCE aurait des fonds propres négatifs. Certains hurlent en disant mais alors c'est la faillite totale de la zone euro. C'est pas vrai du tout. La Banque des règlements internationaux, la BRI, la Bank of International Settlements en anglais, qui est basée à Bâle en Suisse et qui est la banque centrale des banques centrales, a publié un rapport expliquant qu'il n'y a aucun obstacle technique du point de vue de la comptabilité d'une banque centrale à avoir des fonds propres négatifs. La réalité économique des fonds propres de la banque centrale, c'est juste de faire semblant de prétendre que ce sont les fonds propres de la banque centrale qui légitiment la monnaie qu'elle produit. Parce que la banque centrale est l'institution qui crée de la monnaie. Vous comprenez bien que ce n'est pas les 80 milliards de fonds propres de la Banque centrale européenne qui donnent du crédit à l'euro aujourd'hui dans le monde. Ce qui donne du crédit à l'euro, c'est la capacité de l'économie européenne à prospérer, qui est sacrément, disons, fragilisée aujourd'hui à cause de la pandémie. Donc le meilleur moyen de sauver l'euro, c'est certainement pas de conserver 80 milliards de fonds propres dans la BCE, ce qui ne servent à rien en fait, qui sont purement symboliques, mais c'est au contraire de lancer, à mon avis, un grand plan de réindustrialisation verte de la zone euro. Et pour ça, il faut sacrifier temporairement les fonds propres de la BCE, c'est absolument pas dramatique.
quitte à recapitaliser la BCE dans 10 ans, une fois qu'on ira mieux. Il n'y a aucun obstacle de ce point de vue-là. Alors, je n'ignore pas, évidemment, bien sûr, que les faucons rhéno-flamands, ils sont farouchement opposés, que pour eux, ce sera l'armageddon politique, mais je souligne simplement que la France a ici une proposition à faire au niveau du débat européen qui, à mon avis, a beaucoup de sens. Donc, ça permettrait à la France de dégager 400 milliards de marge budgétaire, avec lesquels on peut faire beaucoup, évidemment. Puis la troisième question que vous m'avez posée, monsieur le sénateur, c'est quid du quantitative easing versus l'hélicoptère monnaie, comment est-ce qu'on procéderait? Le quantitative easing, donc les politiques d'assouplissement monétaire quantitatif, pour le dire en français, qui ont été mises en œuvre par la Banque centrale européenne, en particulier à partir de 2015, ça consiste essentiellement en un rachat de titres qui viennent gonfler le bilan de la Banque centrale européenne, et qui ont permis en particulier pendant plusieurs années un circuit qui est l'État, par exemple la France procède à une adjudication du Trésor, une banque privée achète le titre de dette publique français qu'elle revend immédiatement à la BCE qui s'est engagée à le faire. C'est rassurant pour l'État français, c'est extrêmement confortable pour la banque qui évidemment prend une commission et donc qui a ce qu'on appelle un free lunch en anglais, donc un repas gratuit, puisqu'en fait elle fait un profit sans risque, puisqu'elle est certaine que la BCE lui rachètera son titre, donc c'est extrêmement bénéfique pour la banque, mais ça ne nous délivre pas du problème puisque c'est encore de la dette. Donc ça veut dire que la dette française continue d'augmenter, et donc si vous voulez absolument réduire la dette française, il ne faut pas faire du quantitative easing. C'est pas l'objet. Le quantitative easing, en plus, de mon point de vue, ne résout pas le problème de fond qui est que nous avons fait l'erreur dans le traité de Maastricht et en France depuis la fin des années 70 de faire dépendre le financement public de l'État par des marchés financiers, comme si les marchés financiers étaient suffisamment sages et avaient suffisamment, disons, l'intérêt général en vue pour pouvoir dicter à l'État français ce qu'il a à faire dans ses dépenses publiques, ce qui me semble une hérésie du point de vue politique et économique. Je n'ai aucun argument analytique, même du point de vue de l'économie la plus orthodoxe et la plus favorable au marché financier, pour m'expliquer que les marchés financiers seraient suffisamment efficients pour avoir quelques mots à dire, intelligents, sur la politique publique en France. Et puis, il ne vous aura pas échappé qu'ils favorisent toujours le même type de politique publique. Donc, de mon point de vue, en amont de ces questions de financement, il y a un énorme sujet qui est la reconstitution de ce qu'on avait appelé les circuits du Trésor de Bloch-Léné qui ont rendu possible la reconstruction de la France après la guerre, pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire l'État emprunte directement à sa banque centrale à taux nul et d'une certaine manière roule la dette qu'il a vis-à-vis de lui-même, ce qui lui permet de court-circuiter les marchés financiers. Alors, donc le quantitative easing ne permet pas de reconstituer les circuits du Trésor. Et en fait, les juristes allemands de la cour de Karlsruhe s'en sont bien rendus compte, raison pour laquelle ils ont toléré du bout des lèvres le quantitative easing depuis 5 ans. Le quantitative easing, donc, ne permet pas de résoudre le problème de la dette, parce que c'est encore de la dette, fait toujours dépendre le financement de l'État français des marchés financiers, puisque ça passe par la case banque, et par exemple, vous aurez remarqué que la BCE a racheté davantage de titres confortables, des titres français pour l'instant et des titres allemands, que de titres italiens, alors que l'Italie aurait bien plus besoin d'un quantitative easing musclé que la France. Donc en fait, ça c'est lié au fait que les marchés financiers tarifient, price, comme on dit dans le jargon des marchés financiers, price la dette italienne beaucoup plus mal que la dette française. Et donc ne délivrent pas du joug des marchés financiers, et sont simplement, disons, un extraordinaire cadeau fait aux banques pour leur permettre de se refinancer sans risque. Par contraste, l'hélicoptère monnaie, c'est tout à fait autre chose, hein, c'est la création monétaire qui n'est pas de la dette. Et donc ça consisterait par exemple à demander à la Banque centrale européenne d'abonder la Banque européenne d'investissement, la BEI, pour que celle-ci puisse financer en France des chèques, pour dire les choses de manière triviale, soit aux entreprises, en particulier aux PME à mon avis, qui sont très mal logées dans la situation actuelle en France, soit aux ménages. Donc comme vous le savez, les États-Unis l'ont fait, l'Allemagne l'a fait en partie pour un certain nombre de destinataires. Quelle serait la différence majeure? La différence majeure, c'est que l'hélicoptère monnaie, c'est de la monnaie active, ça n'est pas de la monnaie dette, puisque ça n'est pas une dette. Ce que je rappelle, ce qui est bien connu évidemment, hein, c'est que lorsque vous accordez un crédit, vous créez de la monnaie,
Donc les banques privées, à chaque fois qu'elles accordent un crédit, elles créent de la monnaie. Cette monnaie circule dans l'économie en fonction de ce qui est fait avec cet argent, et puis cette monnaie revient tôt ou tard dans le bilan de la banque qui l'a émise au moment du remboursement de la dette. Donc au moment du remboursement de la dette, vous détruisez de la monnaie, ce qui est tout à fait normal. Donc notre économie fonctionne en permanence de cette manière-là. C'est comme le sang qui circule dans l'organisme, hein. Il est expulsé par le cœur et puis il revient dans le cœur. Le cœur, c'est le bilan bancaire, c'est le secteur bancaire. Et donc, la raison pour laquelle la quantité de monnaie en circulation augmente en permanence, c'est que dans une économie qui croît et qui fonctionne normalement, chaque jour, vous avez plus de nouveaux crédits que de remboursement des anciens. Et donc, au total, la quantité de monnaie augmente plus ou moins rapidement en fonction de la vitalité de l'économie. Donc, si vous faites du quantitative easing, vous injectez de la monnaie dans l'économie, mais c'est une monnaie dette qui, tôt ou tard, va revenir dans le bilan de la Banque centrale, ou en tout cas des banques de second rang, des banques privées, qui ont utilisé la monnaie Banque centrale pour accorder des crédits dans l'économie réelle. Si vous faites de l'hélicoptère monnaie, c'est de la monnaie active qui restera dans l'économie, qui ne réintégrera pas le bilan de la Banque centrale européenne. Deuxième grande différence, et j'aurais dû le souligner déjà dans ce que j'ai rappelé à propos du quantitative easing, le quantitative easing a, comme je le disais, essentiellement bénéficié au secteur bancaire et a très peu bénéficié à l'économie réelle. L'économie réelle a été très peu bénéficiaire de ceci. Les banques qui ont bénéficié de la manne monétaire de la Banque centrale européenne l'ont essentiellement utilisée pour financer la bulle financière sur les marchés financiers et la bulle immobilière et un certain nombre de projets industriels peu rentables. Donc ça rejoint l'énorme question on pourrait dire, de la sagesse du crédit bancaire qui laisse beaucoup à désirer, à mon avis, depuis une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce que les banques, pour faire des profits à très court terme, préfèrent financer, des opérations financières à fort effet de levier sur les marchés, plutôt qu'une économie réelle qui est faible et qui apporte peu de rendement à moyen terme. Donc, l'hélicoptère monnaie, si vous la fléchez du côté des PME en difficulté et du côté des ménages, vous êtes sûr que c'est de l'argent qui arrive dans la poche de l'économie réelle, alors que le quantitative easing, vous n'en avez aucune garantie, et l'expérience des 5 dernières années montre que c'est plutôt raté de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est ça les grandes différences, à mon avis, entre d'un côté un financement via du quantitative easing, de l'autre un financement via l'hélicoptère monnaie. Évidemment, le mécanisme de l'hélicoptère monnaie, où vous auriez la BCE qui crée quelques milliards, par exemple à destination de la BEI, et la BEI les redistribue pays par pays, demande un vrai débat politique sur combien par pays, quel secteur, etc. Mais de toutes les manières, à mon avis, il faut bien qu'on ait un jour ou l'autre ce type de débat politique au sein de l'Union européenne, puisque ce qui nous tue, de mon point de vue, c'est le caractère unijambiste de la construction européenne. Hein. Nous avons fait un marché unique, nous n'avons pas d'instance politique européenne en face du marché unique, autrement dit, les équipes de l'or dans les années 90 en étaient parfaitement conscientes. Hein. Mais vous savez que ce qu'elles espéraient, c'est qu'on apprend à marcher en tombant. Donc avec une jambe, c'est pas possible. La deuxième jambe, c'est la jambe politique. Et le pari, l'équipe de l'or dans les années 90, c'était que la jambe politique, nous la construirions à force de nous casser la figure avec une seule jambe. Malheureusement, les forces centrifuges de divergence entre les économies du Nord et du Sud, créées de manière endogène par l'euro, font que c'est de plus en plus compliqué. Mais je ne vois pas d'autre issue, si on veut sauver le projet européen, que d'avoir un vrai dialogue de politique publique aujourd'hui au niveau européen pour lancer ce genre d'opération. Donc je suis assez favorable à une politique d'hélicoptère monnaie, en tout cas bien davantage qu'à une politique de quantitative easing. Maintenant, je rajoute encore un mot et je vous laisse la parole, excusez-moi, je suis trop long. Je ne suis pas convaincu qu'il faille tout faire en même temps, c'est-à-dire si on annule une partie de la dette publique détenue par la BCE, on n'a pas forcément besoin de faire l'hélicoptère monnaie, à condition que chaque État utilise intelligemment la marge budgétaire qui lui est ainsi accordée. Si on n'annule pas les dettes publiques de la BCE, je suis très favorable à une politique d'hélicoptère monnaie. Merci beaucoup, M. Giraud. Alors, j'ai beaucoup de demandes de parole, donc on va peut-être regrouper les questions. Je vais prendre par groupe de 3 questions et je vais donner la parole tout de suite à Madame de Cidrac. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Monsieur Giraud, merci de votre présence. Vous avez signé une note pour l'Institut Rousseau sur la reconstruction écologique. Dans celle-ci, vous appelez à se donner les moyens de bâtir une économie circulaire digne de ce nom. Je vous cite.
Oui. Vous militiez déjà pour une économie plus circulaire avant même cette crise sanitaire que nous traversons. Le coronavirus semble pourtant faire revenir le plastique sur le devant de la scène, donnant à tort parfois un sentiment de protection aux consommateurs. Et en plus, avec la chute du prix du pétrole, même le plastique recyclé risque d'être moins privilégié. Donc, moi, j'avais une première série de questions rapides. Ne craignez-vous pas, comme certains d'ailleurs, un retour du plastique en force ? Dans quelle mesure l'économie circulaire doit être centrale dans cette relance verte? Et bien sûr, quelle peut être la place de la loi du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire sur cette relance, bien sûr. Vous avez d'ailleurs, et j'ai une autre série de questions, parfaitement illustré l'intérêt de s'atteler d'abord à la rénovation énergétique des bâtiments avant même, vous avez dit, de s'intéresser à la relocalisation de l'industrie. Outre les avantages écologiques, vous y voyez aussi un puits économique et social puisque ce sont des emplois non délocalisables. Comme vous l'avez suggéré, il faut donc lancer la formation professionnelle aux métiers de demain. Cette nécessité montre effectivement que la mobilisation de tous les pans de la société est nécessaire, en réalité, pour qu'on arrive à avoir le rebond tant attendu. Vous avez déjà répondu sur les volets financiers et sur un certain nombre d'économies d'énergie que l'on peut attendre en les chiffrant, mais j'avais une dernière question. Quelles doivent être en réalité les priorités en matière de formation professionnelle pour justement nous puissions répondre à cette rénovation énergétique en masse? Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jean-François Longeau. On va prendre 3 questions si vous le voulez bien. Et puis après, comme ça, vous répondrez par groupe de 3 parce qu'on a beaucoup de demandes de parole. Donc, Monsieur Longeau et après, ce sera Monsieur Jacquin. Monsieur Longeau. Monsieur le Président, merci. Merci d'abord de regrouper les questions parce que j'ai une partie de ma question qui a été posée par Martha de Cidrac. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Giraud, je tiens à vous remercier, Monsieur Giraud, pour vos propos de ce matin, propos qui nous sont très précieux. Je suis avec intérêt vos travaux et vos propositions qui ont le mérite de ne pas tomber dans une vision décroissantiste, mais bien de proposer une économie post-croissance. Je partage ainsi votre position. Les chantiers de la reconstruction doivent se faire autour de la rénovation du bâti, de la mobilité verte, du fret ferroviaire, du réaménagement des territoires en faveur des circuits agroécologiques courts, ainsi que d'une relocalisation d'une partie de notre industrie. C'est ce moment gaulien que vous appelez de vos voeux. Vous dites également que, d'une part, la politique monétaire menée par la BCE ne peut pas tout assumer, car celle-ci sert davantage les banques que l'économie réelle, c'est ce que vous venez de nous dire, et que, d'autre part, il faudra annuler les dettes publiques détenues par la BCE pour financer la transition écologique et relancer l'emploi. Dans quelle mesure une telle proposition peut-elle être crédible alors que la Cour suprême allemande remet déjà en cause le problème anticrise de la BCE? Dans quelle mesure également estimez-vous qu'en l'absence d'une telle politique, notre continent fait face à un risque de déflation dans les années qui viennent à cause du confinement? Pour ma part, je suis en faveur d'un prix plancher au sein du marché européen du carbone, ainsi que la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, mais je suis également convaincu de la nécessité de faciliter les investissements verts en permettant aux membres de les extraire du pacte de stabilité de croissance. La remise en cause de la discipline budgétaire pourrait-elle, selon vous, conduire à une telle position? Enfin, pensez-vous, à l'instar de Christian Gaulier, que le New Deal pour une Europe décarbonée soit forcément condamné? Je vous remercie. La Cour suprême de Karlsruhe. Dans le bras de fer qui est en ce moment entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de Karlsruhe, je pense qu'il faut enfin, je vous livre mon analyse là-dessus. Les deux ont tort et les deux ont raison, au sens où moi, je donne raison, et c'est ce que fait Alain Suppiot, un professeur au Collège de France, anthropologue du droit. Karlsruhe a raison de rappeler la fragilité de la position de la Cour de justice européenne qui prétend se donner une autorité juridique supérieure au droit constitutionnel. Comme vous le savez, le Grundgesetz en Allemagne, c'est l'équivalent de la Constitution chez nous. Et donc, ce que fait la Cour de Karlsruhe, c'est juste de rappeler les décisions de la Cour de justice européenne. Autrement dit, la jurisprudence de la Cour de justice européenne ne s'impose pas et ne prévaut pas sur le droit constitutionnel. Et je ne vois pas comment nous, Français, on pourrait ne pas être d'accord avec la Cour de Karlsruhe. Donc, je sais bien que le Conseil constitutionnel suit en traînant des pieds la position de Karlsruhe sur cette question, parce que le Conseil constitutionnel est lui-même en bagarre chez nous avec la Cour de cassation, qui, elle, est complètement inféodée au point de vue de la Cour de justice européenne.
Mais je crois que, alors je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, je suis économiste, mais je ne vois pas tellement comment, comme citoyen français, je pourrais ne pas donner raison à la Cour de Karlsruhe sur cette question-là. Je pense que c'est aussi une question de souveraineté politique. Le droit constitutionnel français, jusqu'à plus ample informé, s'impose, prévaut en tout cas, sur la jurisprudence de la Cour de justice. Il n'en demeure pas moins que, par ailleurs, la Cour de justice a un point qui est pardon, excusez-moi. Non, c'est le contraire. Ce que je veux souligner, c'est que, par ailleurs, la Cour de justice base la totalité de ses décisions sur un concept économique qui est vide, qui est celui de la concurrence pure et parfaite, qui a servi, en fait, comment dire, d'élément fondateur d'une partie du projet européen, et à mon avis, à tort. Et évidemment, comme vous le savez, le dogme de la DG concurrence à la Commission européenne, et malheureusement d'une partie de nos collègues à Bercy, c'est tout ce qui nuit à la concurrence pure et parfaite dans une économie est malvenu. Du point de vue de l'analyse économique, la concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas. On est toujours dans une situation de marché en présence de concurrence imparfaite, de concurrence en partie oligopolistique, avec évidemment toujours des alliances plus ou moins dissimulées entre les acteurs industriels qui sont en concurrence sur le marché. Et donc, par exemple, interdire une politique industrielle volontariste comme celle que nous avons eue pendant la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, au motif que ça créerait des distorsions sectorielles qui nuiraient à la concurrence pure et parfaite, c'est une hérésie économique à mon avis. Donc, l'autre reproche que je ferai à la Cour de justice européenne, c'est de baser l'ensemble de ces décisions jurisprudentielles sur un concept qui est non pertinent de mon point de vue. Alors, après, évidemment, je dois aussi dire que la Cour de Karlsruhe joue aussi une partition qui est extrêmement néfaste pour le projet européen, puisque, en gros, elle continue, elle, de penser par ailleurs que l'ensemble de l'Europe devrait être allemand ou allemande, alors que je crois qu'il faut absolument que l'Allemagne aujourd'hui devienne européenne. Et donc, vous voyez, mon point de vue, il est que personne n'a absolument raison, tout le monde a tort dans cette affaire, et que donc, suivant l'objet exact de la discussion sur le bras de fer entre la Cour de justice européenne et la Cour de Karlsruhe, voilà, je crois qu'il faut avoir un point de vue nuancé. Ce qui, j'espère, n'est pas une manière de noyer le poisson dans ce débat. Mon point de vue à moi étant qu'il faut cesser de mettre la concurrence parfaite comme objectif sacro-saint, puisqu'il est vide de sens, et surtout on a besoin d'une politique industrielle volontariste, ce qui suppose des options sectorielles privilégiées, voilà, et c'est pas grave du tout pour la concurrence. Premièrement, et deuxièmement, le droit constitutionnel français s'impose sur la jurisprudence de Karlsruhe. Troisièmement, il n'empêche qu'il faut absolument que les faucons allemands fassent des concessions pour sauver le projet européen, parce que je crains fort qu'à l'issue de cette pandémie, nos amis italiens et espagnols ne supportent plus du tout le diktat allemand. Comme vous le savez, les négociations qui ont eu lieu il y a quelques semaines au Conseil de l'Europe pour débloquer quelques malheureux centaines de milliards au niveau européen, ont été extrêmement violentes. Donc il y a des insultes qui ont été proférées par certains ministres italiens et espagnols à l'égard des représentants allemands et flamands, et je ne vois pas comment ceci pourrait se calmer dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il y a un enjeu colossal à ce que nos voisins allemands fassent des concessions dans l'intérêt du projet européen. Au niveau local, sur le territoire français par exemple, il y a une créativité incroyable que vous connaissez sûrement autant que moi, sinon davantage. Un exemple très simple, c'est les monnaies locales, les monnaies complémentaires, qui fleurissent un peu partout aujourd'hui en France, qui sont un moyen pour des communautés de citoyens de se réapproprier l'instrument monétaire. Et j'y suis très favorable. Alors, évidemment, ça demande d'être un tout petit peu régulé, accompagné, voilà, mais on pourrait très bien imaginer, par exemple, que dans un certain nombre de collectivités territoriales, avec bien évidemment l'accord de la puissance publique, on autorise des monnaies locales qui fonctionnent bien, et il en existe, à traverser le circuit complet de la monnaie, c'est-à-dire que une partie des salaires des fonctionnaires locaux seraient payés dans cette monnaie locale, et une partie des impôts acquittés par les citoyens, des impôts locaux, seraient acquittés dans cette monnaie locale. De sorte que cette monnaie locale ferait le circuit complet en passant par le bilan de l'État, ou en tout cas de la collectivité locale. Il y a des monnaies locales qui permettent des volumes de transactions absolument colossaux. Alors, pas tellement en France, on est plutôt en retard sur cette question, mais en Sardaigne, par exemple, le Sardex totalise l'équivalent d'1 milliard de transactions, l'équivalent d'1 milliard d'euros de transactions chaque année. Donc, ça devient significatif. Ceux qui sont évidemment très opposés à un développement résolu des monnaies locales sont les banques privées, qui voient ça d'un très mauvais œil, puisque ça les priverait du monopole de la création monétaire dont elles jouissent aujourd'hui.
puisque de facto, en fait, la construction de l'euro a revenu à privatiser la monnaie, la BCE n'ayant pas de compte à rendre auprès d'une instance publique politique européenne, démocratiquement élue, sur la politique précise monétaire qu'elle met en œuvre, de sorte qu'en réalité, ses vrais interlocuteurs, ce sont les grandes banques. Quand vous avez une banque dont la taille de bilan est égale au PIB français, quand cette banque va discuter à Francfort avec la BCE, elle pèse autant que l'État français. Voilà. Vous appelez de vos voeux, en réponse à cette crise, une relocalisation de notre économie et le lancement d'une réindustrialisation verte. La période que nous traversons semble être en effet une opportunité à saisir pour prendre ce chemin, mais force est de constater que les raisons qui ont mené à 40 années de délocalisation des productions industrielles et de certains services sont toujours là. Quant au lobby de la mondialisation, et même si cette crise révèle la fragilité extrême d'une certaine forme de mondialisation, ils sont toujours présents eux aussi, et pour l'heure toujours puissants. Pensez-vous que nous puissions malgré tout espérer demain une autonomie, une souveraineté économique dans le domaine stratégique, notamment je pense à celui de la santé, en termes de production de médicaments et de matériel par exemple, et est-ce qu'on peut imaginer finalement une vague de nationalisation ou de prise de participation publique dans des domaines stratégiques, même si vous avez déjà un peu esquivé une réponse à cette question? Je vous remercie. Autre point, vous en avez parlé sur le fait d'augmenter l'investissement public, donc dans un État comme le nôtre qui est déjà largement endetté, comment ce type de proposition peut être perçu par des citoyens français inquiets sur le niveau d'endettement avec la crainte d'un appauvrissement généralisé. Je voudrais revenir aussi sur l'écart entre la situation de la France et la situation de l'Allemagne, et donc ces politiques de relance avec le couple franco-allemand dans une situation très différente et des politiques très éloignées. Quel avenir dans l'Union européenne dans ce contexte? Et la question suivante, c'est la relocalisation pourrait-elle nous conduire à des nationalisations stratégiques? C'est très possible. Je pense que, si vous voulez, je prends un tout petit peu de hauteur, hein, parce que sinon on est obligé de discuter secteur par secteur, mais je pense qu'il y a un enjeu colossal à comprendre que, même du point de vue de l'analyse économique la plus orthodoxe, ce qu'on appelle l'économie néoclassique, la plus favorable à, disons, un certain néolibéralisme vulgarisé, tout secteur industriel qui a des rendements croissants, donc par exemple qui a un coût fixe, pour lequel il ne produit rien, puis une certaine fonction de production, ne peut pas être privatisé en vérité. Ce qui fait que, et dans les années 50, on avait des grands économistes comme Marcel Boiteux, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui ont réfléchi là-dessus et qui ont dit, ben voilà, il y a un certain nombre de secteurs industriels sur lesquels on ne peut pas juste les privatiser, ça n'a aucun sens, y compris du point de vue de la rationalité économique la plus élémentaire. Je vous mets au défi de me trouver un secteur industriel qui n'a pas de coût fixe. Donc je crois qu'il y a un vrai, si vous voulez, il y a une idéologisation de la privatisation du monde, et en particulier l'industrie, qui est extrêmement néfaste, parce qu'il y a toute une série d'industries qui ne peuvent pas fonctionner comme les industries privées, tout simplement parce qu'elles ont des coûts fixes qui rendent le business model, pour parler de manière un peu, voilà, en anglais, une fois de plus, qui rendent le business model intenable. Ce qui fait que, de mon point de vue, depuis une quarantaine d'années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé l'État implicitement de payer le coût fixe pour permettre au secteur privé de bénéficier des marges sur la partie non coût fixe de la fonction de production du secteur industriel. Et on a transformé l'État en une espèce d'assureur général du secteur privé qui, à chaque fois qu'il va mal, se fait renflouer par l'État. C'est le fameux thème de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir, de manière que l'État aujourd'hui puisse réentrer dans un dialogue et une collaboration avec le secteur privé. Ça ne veut pas dire transformer l'économie française en Union soviétique, pas du tout. Ça veut dire trouver des méthodes de collaboration du type d'INDI, de manière qu'on ait un vrai secteur industriel dont on prenne en charge collectivement, y compris l'entreprise elle-même concernée et ses actionnaires, quand il y en a, le coût des coûts fixes. Donc ça peut passer par des nationalisations, ça peut passer par la mise en place d'établissements à but non lucratif, sous tutelle de l'État, etc. Pour le couple franco-allemand, je suis bien d'accord que ce couple va avoir des grandes difficultés, il va y avoir des querelles de ménage très fortes. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que je sais qu'il y a un plan de sortie de la zone euro par les pays du Nord,
qui n'a aucun caractère officiel. Donc, je le dis, mais je ne peux pas vous dire d'où j'ai cette information. Les banques centrales d'Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande se sont coordonnées il y a quelques années, il y a 5-6 ans, pour mettre en place un plan de sortie et la construction d'une zone euro nord, qui est en fait une zone marque étendue, pour le cas où ça chaufferait trop au sein de la zone euro avec les pays du Sud. Et la question m'a été posée de savoir ce que devrait faire la France si un tel plan de sortie était activé par les pays du Nord. Ma réponse à moi, c'est qu'il ne faudrait surtout pas y aller. Il faudrait, dans ce cas-là, prendre la tête d'une zone euro-sud plutôt que de devenir les Grecs de la zone Nord. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse privilégiée par les administrations publiques françaises qui auraient pu, de manière non officielle, être consultées sur ce sujet. Mais je pense que c'est aussi dans ces termes-là que se pose la question du couple franco-allemand. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout être naïf et il faut être conscient du fait que nos voisins allemands sont prêts à mettre fin en fait, au projet fédérateur européen si leurs intérêts immédiats étaient trop menacés par la crise avec les pays du Sud. Pour dire une note positive sur cette question, je pense en même temps quand même qu'il y a plein de projets que nous pourrions lancer conjointement entre la France et l'Allemagne, et je reviens sur la rénovation thermique des bâtiments. L'Allemagne a le même problème que nous, elle a un parc immobilier extrêmement riche qui souffre également d'être constitué en grande partie de passoires thermiques. Elle a aussi besoin de procéder à la rénovation thermique de son bâti public. On pourrait très bien engager un dialogue avec nos voisins et nos amis allemands sur le thème, on lance la rénovation thermique des bâtiments, en particulier du bâti public, conjointement en Allemagne et en France. Et ça, c'est des projets très concrets sur lesquels, me semble-t-il, on peut redonner de la vitalité au couple franco-allemand. Ensuite, concernant l'Union européenne, dont on dit que c'est le meilleur endroit au monde, parce qu'il est solide, parce qu'il y a une solidité démocratique et que l'Union européenne inspire la confiance. Est-ce que vous voyez, enfin, vous avez parlé tout à l'heure de cette Europe du Sud, Europe du Nord, et moi, une question m'est venue. Est-ce qu'il nous faudrait nous tourner davantage vers le bassin méditerranéen? Donc ça, c'est juste une question qui m'est venue alors que vous parliez de cette scission éventuellement. Alors, sur l'Union européenne, vous me disiez, oui, alors est-ce que l'Union européenne, c'est vraiment le havre que tout le monde envie? Je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que c'est pas mon expérience. Beaucoup de pays des Sud ont très bien repéré que l'Union européenne est le champion du néolibéralisme le plus cynique. En tant qu'Union européenne, pas les États, hein, donc pas la France, mais l'Union européenne. Donc je vous donne un exemple sur le débat qui a été relancé sur la question du devoir de vigilance, la loi de vigilance, qui interdit aux multinationales de, au fond, violer allègrement les lois, disons, le travail, les règles du travail décent telles qu'elles sont édictées par l'Office international du travail auprès de leurs sous-traitants, de manière que la multinationale elle-même, elle se donne des diplômes de vertu, mais en fait, ses sous-traitants font le sale boulot et esclavagisent leurs employés, qu'ont fait le Rana Plaza en 2013. Donc, il y a eu, comme vous le savez, différents rounds de négociations pour mettre en place une loi au niveau international sur l'équivalent de ce que nous appelons, nous, en France, la loi sur le devoir de vigilance. Et la Russie a voté pour, les États-Unis ont voté pour, la Chine a voté pour, l'Union européenne a voté contre. Et donc, évidemment, ça s'est perçu immédiatement par les pays du Sud comme une manière de signifier, nous, l'Union européenne, on est tout à fait confortable avec le fait que les droits de l'homme soient bafoués tous les jours par les sous-traitants de multinationales. Au passage, la France est abstenue, ce qui est un peu mieux, mais pas tout à fait satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire.